premier présentateur, François Lausier-Jobin. Il est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke ainsi que coordonnateur de recherche au Centre RBC et il vous parlera de sa présentation qui a pour titre « Seras-tu un proche aidant en santé mentale ?» Donc, je t'invite à venir sur la scène. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, donc bonjour, je suis content d'être ici. Je m'appelle François Lausier-Jobin. Il ne faut pas que je me tourne vers mon écran, c'est ce que je m'aperçois. Donc, ici, à main levée, on va commencer avec une petite question. Qui ici se considère proche aidant en santé mentale? Hein, on remarque que pas beaucoup de personnes qui lèvent la main. Qui ici veut devenir proche aidant en santé mentale? Hein? Donc, ma présentation aujourd'hui, c'est pour vous montrer en fait que si on se fie aux statistiques, vous allez tous être dans l'avenir des proches aidants en santé mentale. Donc, on va commencer avec la présentation, le plan de la présentation. Donc, la réponse est oui, vous allez tous devenir des proches aidants en santé mentale. On va regarder ensemble pourquoi. Après, comment est-ce que vous pouvez être le plus aidant possible. Et puis, on va terminer avec concrètement, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Donc, si on pensez à qui vous avez dans votre réseau social. Hein? Donc, pensez à vos familles, vos amis, vos collègues, les gens dont vous êtes proches, à qui vous pouvez parler de vos problèmes. Disons que vous avez une trentaine de personnes autour de vous. Donc, on peut dire, si on se fie aux statistiques de Statistique Canada, qu'il va y avoir à peu près une personne sur 5 qui souffre aujourd'hui d'un problème, d'un trouble de santé mentale diagnosticable dans votre entourage. Et puis, au cours de la vie, il va en avoir en fait une personne sur 3 dans votre entourage qui va souffrir d'un trouble de santé mentale. On parle d'une altération au niveau des pensées émotionnelles, du comportement, une difficulté à fonctionner dans les différentes sphères de sa vie quotidienne. Donc, on a quand même, puis pour plusieurs recherches, ça, c'est des chiffres qui sont conservateurs. Donc, on voit qu'il y a quand même un besoin qui est majeur. Donc, si vous regardez, peut-être que vous êtes une de ces personnes-là, peut-être que vous connaissez une de ces personnes-là, peut-être que vous savez qu'elle souffre ou qu'elle ne souffre pas. Mais moi, ce que je crois, c'est que directement ou indirectement, on sera tous touchés par les troubles de santé mentale. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est un petit peu déprimant. Hein? Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de se rétablir d'un trouble de santé mentale. Hein? Un trouble de santé mentale, c'est une image qu'on prend à un moment dans sa vie. C'est comme une espèce de photo. Hein? Pensez à vos dernières photos de vos parties. Ça ne représente pas nécessairement comment vous êtes dans la vie de tous les jours. Hein? Donc, des fois, c'est des meilleures photos, des fois, c'est des moins bonnes photos. Et quand on regarde les dernières recherches, ce qu'on peut dire, c'est que, dans le fond, le rétablissement en santé mentale est non seulement possible, ce qu'on ne pensait pas nécessairement qui était le cas il y a une soixantaine d'années, mais en plus, c'est l'avenue la plus probable de votre cheminement si vous avez un trouble de santé mentale. Parmi ça, au niveau du rétablissement, il y a plusieurs facteurs qui peuvent vous aider. Le principal dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le soutien social, mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres facteurs, plein d'autres processus qui vont vous aider aussi dans ce cheminement-là. Quand on parle de soutien social, dans le fond, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas surprenant que ce soit le facteur le plus commun que nomment les études pour dire qu'est-ce qui favorise le rétablissement en santé mentale. Parce qu'on sait, par exemple, que le soutien en santé mentale a plein de liens avec la santé physique et la santé mentale. Donc, quelques petits exemples juste pour éveiller votre attention. Donc, on sait que si vous êtes bien intégré dans votre réseau social, vous allez vivre plus longtemps. Si vous avez un infarctus, vous avez plus de chances de vous en remettre. Si vous êtes exposé à des maladies, à des virus, vous avez plus de chances d'être protégé. Donc, on voit vraiment que le soutien social est super important. En termes de facteurs de risque, avoir un mauvais réseau social ou souffrir d'isolement, puis que ce n'est pas notre choix d'être plus isolé, hein, donc de vraiment en souffrir, ça représente le même niveau de risque que le fait de fumer la cigarette, faire de la haute pression ou souffrir d'embonpoint. Je m'excuse, je n'ai pas pratiqué tant que ça ma présentation avant, soyez indulgents. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc, c'était vraiment ça le message qu'il y avait au cœur de ma thèse. Donc, moi, j'ai fait une thèse en psychologie communautaire à l'UQAM, et puis on sait qu'il y a un grand lien entre le soutien social et puis le rétablissement. Mais une fois qu'on dit ça,
c'est quoi qui se passe à l'intérieur de ces relations-là qui fait qu'on va mieux, qui fait qu'on peut favoriser le rétablissement en santé mentale. Donc, le but de mon premier article de thèse, c'était d'aller regarder c'est quoi les mécanismes au cœur des relations avec des proches aidants qui vont venir favoriser le rétablissement d'un trouble dépressif, bipolaire ou anxieux. Donc, je n'ai pas réinventé la roue. Il existe différentes théories qui existent pour expliquer c'est quoi qui se passe à l'intérieur des relations. La première théorie dont on va parler, c'est vraiment les fonctions du soutien social. Donc, il y a 4 grandes fonctions dont on pourrait parler ensemble. Le premier, c'est le soutien émotionnel. Si je vous donne une petite caricature, moi, j'avais une coloc qui, à chaque fois qu'elle rentrait chez elle, était enseignante au primaire. Je ne sais pas si ça a un lien, mais elle était enseignante au primaire. Puis chaque fois qu'elle rentrait chez elle, elle prenait le téléphone et elle passait les 45 prochaines minutes à parler de sa journée avec tous ses amis. Je suis sûr qu'elle avait comme son phone book, là, puis qu'elle y allait un par un pour juste raconter comment ça s'était passé. On n'est pas dans une logique ici où on veut avoir des solutions. On veut juste dire comment ça s'est passé puis être entendu. Donc ça, c'est vraiment le soutien social émotionnel. Donc si on a quelqu'un de nous qui est proche, qui a un problème de santé mentale, eh bien là, on peut juste l'écouter, juste parler, partager des émotions. Ça peut être des émotions positives, négatives, mais juste d'avoir une considération pour l'autre, c'est super important. Et puis qu'il le sente qui est important pour nous. Donc ça, c'est le soutien émotionnel. Après, on a la camaraderie. La camaraderie, c'est cette idée de faire des activités plaisantes avec la personne qui sont souvent détachées des problèmes de santé mentale. Puis là, les activités, ça peut être toutes sortes de choses. Pensez à vos intérêts, quelque chose qui va vous distraire. Ça peut être d'aller marcher en forêt, ça peut être d'aller faire du magasinage, ça peut être de pratiquer une activité sportive. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui est distrayant. Puis on n'a pas besoin de parler de ses problèmes tout le temps. Hein, l'exemple classique, voire stéréotypé qu'on peut donner, c'est une gang de chums ensemble. Il y en a un qui dit « Hey, je file pas, viens voir le match du hockey chez nous. » Ils s'assoient ensemble, ils prennent une bière, ils parlent de rien, puis à la fin de la soirée, tout le monde se sent mieux. Hein? Donc, on n'a pas besoin toujours d'ouvrir son cœur et puis de parler de tous ses problèmes. Excusez-moi. L'autre fonction du soutien social, c'est la validation. Donc, dans la validation, l'idée, c'est de peut-être reconnaître les efforts que fait la personne pour aller mieux. Donc, si on a une personne qui s'en va consulter, si on a une personne qui prend soin de soi en mangeant bien, en dormant bien, en faisant de l'exercice, le fait de souligner, d'encourager, de renforcer, dans le fond, ces différents comportements-là, c'est bénéfique pour le rétablissement. Et puis, finalement, le dernier mécanisme, c'est le soutien tangible. Donc, souvent, on pense au soutien tangible des affaires très, très, très concrètes. Donner un livre, t'aider à déménager, etc. Mais le soutien tangible, ça peut aussi être de venir soutenir l'intervention professionnelle. Donc, on voit, par exemple, notre proche qui fait des exercices ou qui a besoin d'aide ou qui a besoin d'un encouragement pour aller voir les services professionnels, bien, on peut l'aider dans ce sens-là. Donc, ça, c'est ce qu'on savait déjà pas mal bien dans la littérature. Ce qu'on a apporté dans ma thèse qui était différent, c'est qu'on est allé voir, OK, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes qui pourraient émerger des données? Donc, on est allé noter 3 nouveaux mécanismes. La première chose que disent les proches aidants qui les a le plus aidés, c'est « la personne était là pour moi ». Elle était présente. Pas besoin de parler, pas besoin de faire des activités, pas besoin de valider ce qu'elle a fait. Donc, juste l'idée d'être présent et disponible pour la personne, c'était l'élément le plus important pour les personnes qui souffraient de troubles de santé mentale. Donc, cette disponibilité-là, c'est vraiment quelque chose qui est important. Moi, il y a un vlogueur que j'aime beaucoup qui s'appelle Hank Green qui faisait avant de l'accompagnement plus auprès des personnes en fin de vie. Puis son superviseur lui disait toujours, là, vous excuserez mon anglais, « Don't just do something, be there ». Au-delà de faire quelque chose, sois présent, puis il faut que l'autre le ressente. Le deuxième grand mécanisme transversal qu'on a fait ressortir, oh, mes petites communications, mes petits trucs ne fonctionnaient pas. Donc, la communication. Donc, au niveau de la communication, dans le fond, on sait, hein, avec les études, par exemple, de Pennebaker, que juste le fait de parler d'un problème, ça fait du bien. Vous pouvez en parler à un ami, vous pouvez en parler au téléphone, vous pouvez même l'écrire dans un journal personnel. Déjà, ça fait du bien et puis ça aide. En plus, si ce message-là, il est écouté avec une attitude qui est non jugeante, avec une attitude empreinte d'ouverture, c'est très efficace. Et puis, finalement, le dernier, c'est tout ce qui est le pouvoir et puis l'influence.
Donc, on peut influencer nos proches. C'est un petit peu bizarre à dire, mais on peut les influencer, je dirais, vers le bien, hein? Donc les inciter à avoir des bons comportements qu'on sait qui vont faire la promotion de la santé mentale, bien dormir, bouger, bien s'alimenter. Mais on peut aussi les inciter, je dirais, vers le mal. C'est-à-dire qu'on peut les inciter à profiter des bonnes choses de la vie, hein? Des petites chips, des petits biscuits, ça ne fait pas de mal à personne. En tout cas, c'est mon sujet, selon moi. Donc, c'est ça le mécanisme de l'influence. En plus, dans ma thèse, dans le fond, non seulement on est allé documenter chacun de ces mécanismes-là, mais on les a aussi vus, c'était quoi leur lien entre eux. Je vous les ai montrés individuellement, mais il faut voir qu'ils sont tous imbriqués. Puis on a différentes relations qui peuvent avoir différentes richesses en différents niveaux à l'intérieur de ces relations-là, avec différents mécanismes qui sont exploités. Et puis, finalement, dans ma thèse, on a aussi regardé, si ça vous intéresse, vous me poserez des questions là-dessus, non seulement le point de vue des personnes aidantes, mais aussi le point de vue de la personne aidée. Puis, on est allé faire la même démarche aussi auprès des intervenants. Donc, qu'est-ce que les intervenants pensent que sont une bonne relation interpersonnelle? Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Eh bien, je vais vous présenter, dans le fond, selon 3 rôles. Le premier rôle, c'est si vous êtes le proche aidant. Le deuxième, c'est si vous êtes la personne qui a un problème de santé mentale ou qui a un problème au sens plus large. Et puis, le troisième, c'est s'il y en a qui sont intervenants dans la salle, que ce soit intervenant psychosocial ou non. Donc, pour ce qui est des personnes proches aidantes, on voit le message principal de ma thèse, c'est l'importance d'être présent. Il faut que la personne sente que vous êtes présent malgré les difficultés. Donc, le rétablissement, oui, c'est l'avenue la plus probable, mais ça peut prendre du temps avant que la personne se rétablisse. Donc, de demeurer présent, ça peut être un coup de fil, ça peut être de l'inviter à faire des choses, même si elle dit toujours non, donc de demeurer présent dans sa vie. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est vous inviter, vous avez vu différents mécanismes. Essayez de diversifier un petit peu vos mécanismes que vous utilisez. Si vous êtes toujours en train d'écouter le hockey, en train de prendre une bière, peut-être d'ouvrir une discussion un petit peu plus approfondie. Hein? Donc, il y a peut-être différentes manières. Plus la relation elle est diversifiée, plus la relation elle est aidante. Finalement, au niveau des personnes aidées, je veux juste vous dire que c'est vous qui avez le pouvoir. Okay? Donc, c'est vous qui avez le pouvoir de demander de l'aide à qui vous voulez. C'est vous qui avez le pouvoir de dire que vous avez besoin d'aide. Vous pouvez demander de l'aide à une ligne d'écoute, vous pouvez demander de l'aide à des organismes communautaires, des professionnels, des amis, des personnes proches, des personnes loin. C'est vous qui avez le pouvoir. Et puis aussi, je vous ai dit qu'il y avait différents mécanismes ou différents processus qui expliquaient le rétablissement en santé mentale. Bien là, je vous ai juste parlé du soutien social. Il y a aussi tout l'empowerment, tout l'espoir qu'il faut y avoir aussi autour du rétablissement. Donc, c'est vous qui avez le plus grand pouvoir dans cette circonstance-là. Et puis, finalement, pour les professionnels, ce que je vous encourage à faire, c'est intégrer les proches le plus que vous pouvez. Les proches, ça peut être des belles sources d'informations sur les différentes problématiques. Vous pouvez écouter les proches. Les proches ont souvent différents rôles. Ils sont à la fois un proche aidant, mais sont aussi un partenaire de service super important. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'ils sont parfois eux-mêmes des clients. Donc, des fois, eux-mêmes peuvent en venir à souffrir de troubles de santé mentale s'ils ne sont pas bien soutenus. Donc, en terminant, allez demander de l'aide, c'est super important. Ici, je vous ai mis le numéro de Avant de craquer. Avant de craquer, c'est un super organisme provincial qui regroupe toutes les APAM. Les APAM, c'est des organismes communautaires qui viennent en aide aux personnes proches et à la famille des personnes qui souffrent de troubles de santé mentale. N'hésitez pas à les appeler, ils sont super bien outillés. Ici, on a l'APAM Estrie qui est vraiment très intéressant aussi, qui offre toutes sortes de services par texto, des rencontres de groupe, des rencontres individuelles par téléphone. Allez les voir, ils sont super intéressants. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute. Est-ce qu'on a des questions pour François? Moi, j'avais fini. Oui. Ah, les questions à l'arrière. Le micro est à l'arrière si vous voulez poser des questions. Questions, commentaires, insultes, je suis ouvert à tout. Je t'entends, je vais répéter la question. Ah, okay. Et voilà. Merci, c'était super intéressant. Je me demandais comment agir avec une personne qui a plus tendance à s'isoler puis qui rejette un peu toute l'aide qu'on peut vouloir lui apporter.
Oui, c'est une super belle question. Puis effectivement, c'est que ça peut faire partie des problèmes. Hein. Des fois, par exemple, quelqu'un qui peut être dépressif peut se dire « Ah, je ne suis pas intéressant » ou « Ah, je vais juste amener tout le monde down ». Moi, ce que je pense, c'est justement l'idée de diversifier un petit peu notre relation. Donc, peut-être de trouver des intérêts communs que vous avez, des intérêts que la personne avait par le passé, trouver des choses qui sont moins confrontantes pour la personne. Et puis, j'ai plusieurs participants aussi qui m'ont dit même si je dis non, même si en ce moment, je ne veux pas y aller à ton souper de famille, de se faire inviter, ça fait « Ah, je suis encore dans la gang ». Moi, ce que je dirais, c'est de demeurer présent sans harceler les personnes, mais de demeurer présent, varier les stratégies, puis continuer, dans le fond, à vous informer. Des fois, ça peut être par texto, des fois, ça peut être un courriel, Facebook, etc. On peut vraiment changer les différentes stratégies, puis de faire attention à vous-même. Oui, merci. Merci pour ta question. Oui. Il y a un micro là, mais tu peux parler très fort. Oui, bien, je pense qu'il ne faut pas nécessairement avoir peur d'être comme, c'est pas ce que tu dis, mais d'être un peu comme contaminé. Tu sais, je pense que des fois, ça fait du bien d'avoir une écoute, mais en même temps, surtout là, tu sembles parler de quelqu'un qui aurait comme, par exemple, des idéations un petit peu plus paranoïdes, etc. Il ne faut pas nécessairement les valider. Donc, on peut juste l'écouter, puis peut-être émettre un petit doute. « Ah, moi, c'est pas comme ça que je pense », mais sans confronter la personne. Confronter, c'est vraiment une intervention qui est beaucoup plus avancée que je ne vous recommande pas de faire. Donc, il ne faut pas avoir peur nécessairement d'être trop teinté. Il faut se protéger là-dedans. C'est sûr qu'il faut se protéger. Quelqu'un qui nous tirerait beaucoup de jus, il faut s'écouter, il faut s'appuyer. C'est là où des organismes comme la PAM peuvent être vraiment intéressants pour savoir où mettre notre limite avec qui selon notre relation. Mais d'écouter la personne, ça va vraiment l'aider à ventiler sans nécessairement accepter ce qu'elle dit comme étant ce qu'on croit aussi. D'autres questions, commentaires? C'était clair et limpide. Oui, Julie? À la dernière diapositive, tu parlais du modèle de CAP. Oui, c'est le modèle qu'utilise, excuse-moi si tu me connais en trop théorique dans la vie, donc c'est le modèle qu'utilisent les APAM. Donc, c'est cette idée de dire qu'il faut intervenir avec les proches selon qu'ils sont clients pour le C, A, accompagnant ou P, partenaire. Donc, chaque fois qu'on a un proche aidant comme professionnel en face de nous, il faut voir qu'il y a ces différents chapeaux-là. Donc, il peut être accompagnant, il peut être un allié pour nous pour intervenir avec la personne atteinte, mais il peut aussi être un client lui-même, vivre la détresse, commencer à avoir des problématiques, une charge mentale, etc., qui s'ajoute. Puis aussi, il peut être partenaire dans l'évaluation des programmes, dans les comités d'usagers, etc. Donc, de vraiment voir ces trois facettes, si on veut, de son expérience. Est-ce que ce modèle-là est connu dans le réseau de la santé des services sociaux? Très peu, tout comme les APAM sont connus à géométrie variable selon les régions. Mais ce n'est pas un modèle qui est très connu, c'est un modèle qui fait à peu près ça fait 3 ans que le réseau Avant de craquer fait ça comme ça. Ouais. Oui. Oui, moi c'est juste, je me demandais comment les stratégies changent si on parle d'un problème de santé mentale qui ne va pas disparaître. Je pensais par exemple de Alzheimer, de Parkinson's, des choses qu'on sait qui ne vont pas partir. Est-ce que les stratégies changent dans cette situation-là? C'est une très bonne question. En recherche, on a tendance à se spécialiser beaucoup dans quelque chose. Fait que je ne connais pas nécessairement tout ce qui est les démences, de quelle fait partie la maladie d'Alzheimer. Ce qui est certain, c'est que le soutien social pour tout le monde fonctionne selon ces mécanismes-là. Après, la manière, la couleur que va prendre les mécanismes va pouvoir changer. L'espoir qu'on peut avoir peut-être d'une rémission, si c'est des maladies qui sont dégénératives, etc., va pouvoir changer. Mais ça, ces stratégies-là, même dans la population générale, même auprès des jeunes, c'est toutes des stratégies qu'on peut utiliser pour améliorer le bien-être, pour améliorer la qualité de vie des personnes. Donc, je réponds mal, mais je réponds un petit peu. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.